Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du magazine Au-delà du rideau, un magazine qui parle exclusivement du développement du territoire vert de Ngandanjika. Nous parlons aujourd'hui des élections, du bilan du chef de l'État. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio son chef de la maison civile, Dr Bruno Miteo Nyenge. Bonjour, Dr Bruno. Bonjour, chers journalistes. Une fois de plus, merci pour la disponibilité. Cela prouve à suffisance combien vous aimez la population de Ngandanjika. Vous l'avez toujours fait, ce n'est pas seulement parce que nous sommes à l'approche des élections. Vous êtes compté parmi les candidats les plus proches de la population. Tout à fait, tout à fait. Nous parlons aujourd'hui des élections et vous avez opté pour le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle. Il est président en exercice, son mandat est presque fini. Vous souhaitez, vous vous battez bec et ongle pour qu'il soit réélu. Pourquoi avoir choisi Félix Tshisekedi? Il faudra ici préciser les choses d'abord dans l'histoire. Et puis alors on va revenir à son mandat actuel qui est un mandat finissant. Et puis alors, enfin, nous allons parler des perspectives, c'est-à-dire du prochain et des prochains mandats. Eh bien, lorsqu'il faut revenir dans le passé, nous devons retenir, le monde entier le sait, le peuple zaïrois et congolais le sait pertinemment bien, il y a eu une histoire. L'histoire dans ces pays, c'est qu'on a connu une opposition farouche à la dictature. Une opposition incarnée par un groupe de personnes et de personnalités appelées entre guillemets 13 parlementaires. Une opposition qui a pu cristalliser la volonté du peuple pendant plus de 40 ans de dictature. Eh bien, cette lutte qui a pris pratiquement près de 37-40 ans était devenue un mode de vie des populations. Les populations qui ont pu incarner la revendication de pouvoir vivre en toute dignité. La population qui a toujours clamé, qui a toujours demandé, qui a toujours cherché à vivre dans un état de droit, mais aussi dans un état démocratique. Je dis bien un état de droit et un état démocratique. Ce sont les principes de l'état de droit et les principes de la démocratie qui ont constitué la bataille, la guerre, si on peut le dire, durant les 37-40 ans des combats de ces groupes de parlementaires. Et cela est devenu, je le répète, un combat pour tout le peuple congolais. Le peuple congolais s'est aligné, le peuple congolais a compris. Ça, c'est du passé. Le passé qui a été caractérisé par le non-respect de l'état de droit, ce qui a été caractérisé par la violation des droits d'un pays démocratique, et les populations ont vécu dans un pays qui est leur pays propre, mais c'est comme s'ils étaient à l'étranger, paupérisés dans la misère, clochardisés pratiquement, devenus pratiquement des mendiants dans leur propre pays, aux côtés de richesses multiples, multidimensionnelles, enviées par le monde entier. Et donc, cela a pu caractériser le passé. Arrivons-nous maintenant à cette période actuelle. Comme on dit, nous sommes des Bantous. La volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne dort jamais et le peuple est resté vigilant.
nous sommes en 2019, eh bien, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accède au pouvoir. Il accède à la magistrature suprême, il devient président de la République et chef de l'État, il est le 5e à pouvoir y arriver. Eh bien, quand on fait l'état des lieux de ce qu'il a pu trouver, et c'est cela qui est fait par tous les professionnels dans le monde entier, quand on arrive au pouvoir, on regarde d'abord qu'est-ce qu'on nous a laissé, quel est l'état des lieux, on évalue, on voit les points forts, on voit les points faibles, on regarde les opportunités internes et externes, mais on voit également les menaces internes et externes. Eh bien, je dois parler en langage cette fois-ci pratique et de terrain. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé un trou très profond. Un trou très profond. Une corruption généralisée, de retard dans les paiements des salaires, des personnes qui n'arrivent pas à accéder aux soins médicaux, la scolarité par terre, les enseignants non payés, les fonctionnaires à majorité non payés, un clientélisme très fort, un tribalisme à outrance, eh bien, tous les mots que l'on peut caractériser qu'il y a de mauvais dans un pays, eh bien, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les a hérités. Il a hérité donc d'un pays qui, déchiré par les guerres de l'Est, qui datent de plusieurs décennies, il a hérité d'un pays où la corruption battait son plein. Il lui fallait alors prendre un train de mesures. Un train de mesures, pas n'importe lequel. Eh bien, il a dû, à travers le plan national au niveau de son gouvernement, s'attaquer à tous ces mots en termes de piliers. Le pilier social, le pilier économique, le pilier, etc. Et c'est comme ça que, comme on dit, lorsque vous faites un plan, il faut commencer par les priorités. Il faut commencer par 1, ensuite 2, ensuite 3. Chaque chemin que l'on commence toujours par le premier pas. Vous faites un premier pas, vous faites un deuxième et un troisième. Eh bien, le chef de l'État, avec son gouvernement, a pris des mesures draconiennes. D'abord, de pardonner à tous ceux qui avaient des problèmes. Il a signé des ordonnances pour accorder la liberté à certains détenus d'une certaine catégorie. Ensuite, le chef de l'État a commencé par ce qu'on appelle la jeunesse, puisqu'il aime beaucoup la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Eh bien, il a commencé par un vaste programme, un programme ambitieux, un programme délicat appelé le programme de la gratuité de l'enseignement primaire. Docteur, je vous interromps. Oui. Nous allons parler du bilan tout au long de cette émission, mais je voudrais que vous donniez d'abord aux auditeurs qui vous suivent, aux téléspectateurs et internautes, les raisons pour lesquelles vous avez opté pour le soutien au candidat Félix Tshisekedi. Je dirais en 2 mots que le cheminement imposé à notre pays, l'évolution, les orientations, la vision du chef de l'État, eh bien, c'est cela qui me pousse à dire qu'il nous faut le chef de l'État actuel pour qu'il continue ce qu'il a pu amorcer. Et il a amorcé, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses. Nous pourrons revenir au niveau de bilan, mais il a amorcé beaucoup de choses et on ne laisse pas ce qu'on a fait des bons en milieu. Il faut pouvoir achever. Mais est-ce que parmi les candidats, les concurrents, il n'y en a pas qui peuvent mieux faire que lui? Bien, moi je crois qu'on va leur donner la parole. La Commission nationale électorale indépendante et avec Sensa ont prévu un calendrier de donner à peu près 90 minutes à chaque candidat. Il y en a 26, si je ne me trompe pas, candidats à la présidentielle. Eh bien, chacun prendra la parole et pourra dire les raisons pour lesquelles il veut accéder à la magistrature. Je ne parle pas au nom du chef de l'État, mais il suffit de mettre le micro de gauche à droite. On vous dira pourquoi on veut que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
poursuive le travail qu'il a commencé pour le parachever au deuxième mandat. Bilan, parlons-en, docteur Bruno. Oui. Le chef de l'État a trouvé le pays dans un trou très profond. Mais il n'y avait pas la guerre à l'Est comme maintenant, parce que son prédécesseur avait déjà mis fin à cette histoire du M23. Aujourd'hui, plusieurs territoires sont occupés par ces rebelles soutenus par le Rwanda et il n'y aura pas élection malheureusement dans certains territoires. C'est aussi un bilan. C'est aussi un bilan, mais je voudrais que vous rectifiez un petit peu les choses. Je dis bien depuis des décennies, il y a toujours eu guerre à l'Est. La guerre, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a changé un peu de paradigme. Nous avons toujours parlé des bandes armées, des groupes armés, des groupes venant de l'étranger, les interamouins, etc. Et ça, ce sont des choses qu'on a connues dans un premier temps, que le chef de l'État a pu trouver. Les M23 existaient bel et bien, ça c'est clair. Mais pendant la période de cette évolution malheureuse de cette guerre qui nous est imposée, il y a eu tel ou tel groupe qui a pris de la prévalence. Et on peut dire que ces derniers temps, tout simplement ces derniers temps, qu'on parle beaucoup de M23, mais M23 ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, le pays a toujours été en difficulté. Ils étaient défaits. Ils étaient effectivement là-bas. Ils étaient au service, on ne sait pas de qui précisément. C'est pour ça qu'on a vu des groupes se créer, des groupes d'autodéfense, parce qu'ils veulent se défendre, et qu'on appelait Maïmaï, des groupes de guerriers, des seigneurs de guerre qui se sont créés de gauche à droite pour des raisons multiples. Ça, nous pouvons le deviner. Et la raison fondamentale est bien connue, c'est nos richesses qui sont en train de chercher, mais ces richesses profitent à qui? Eh bien, profitent à leurs commanditaires. Et de plus en plus, avec le temps, on a tout derrière le M23 dont on parle aujourd'hui. Alors, on va schématiser les bilans. Prenons d'abord le premier pilier, la sécurité. On a vu que l'armée est requinquée, il y a une ascendance. L'armée prend pratiquement de l'ampleur sur le terrain. Mais entre-temps, les rebelles sont là. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan sécuritaire, le chef de l'État que vous soutenez, à corps et à cri, a réussi? Je crois qu'il faudrait voir cette question sur deux plans essentiels. Il y a la guerre sur terrain, il a prise des armes pour pouvoir combattre l'ennemi, mais il y a aussi ce qu'on appelle la guerre diplomatique. Et cette guerre diplomatique, le chef de l'État est bien connu, il est en train de mener également. Et donc la guerre diplomatique et la guerre des terrains doivent pratiquement aller au même niveau. Et je crois, et tout le monde, vous venez de le dire, les efforts par rapport à ces deux axes sont réels. Le chef de l'État a pris le bâton de pèlerinage, il a été à l'ONU, il a été à Nairobi, il a été en Angola, il a été au Congo-Brazzaville, dans les pays de SADC, etc. Et ça s'appelle la diplomatie, pour pouvoir convaincre et faire voir les uns les autres que les armes ne peuvent pas se taire s'il n'y a pas compréhension. Mais bien entendu, le chef de l'État lui-même a pris aussi des dispositions pour renforcer notre armée, pour rééquiper notre armée, pour donner une espèce de morale à notre armée, pour pouvoir défendre l'intégrité de notre territoire. Je ne désespère pas ce qui est en train de se faire de manière positive. Et vous suivez les médias ces derniers temps, il y a des progrès. Eh bien, ce n'est pas quelque chose, et ça il faut qu'on se le dise, ce n'est pas avec une simple chiquenaude, ce n'est pas tout simplement avec un seul mot de magique pour dire j'arrête la guerre, elle s'arrête. Il y a toute une série d'éléments qui sont très compliqués et qu'il faut normalement maîtriser. Notez que dans la recherche, dans l'évaluation, dans l'analyse de la compréhension de la situation de la guerre qui sévit aujourd'hui à l'Est, dont nous sommes tous victimes de manière directe ou indirecte à travers tout le pays, avec toutes les conséquences que vous connaissez, les pillages, les viols, etc. Eh bien, notez que tout cela n'est pas une affaire
seulement des étrangers. Il y a une complicité de certains fils de ce pays. Comment voulez-vous qu'une guerre se réalise et vous venez, surtout une guerre asymétrique, vous arrivez, vous ne voyez pas l'ennemi, l'ennemi se trouve dissimulé dans la population. Ça veut dire que quelque part, il y a une certaine complicité. Et vous apprenez que la nuit, ça a bardé. Et vous vous demandez, mais où se trouve l'armée? Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Et donc là, ça montre encore la complicité de cette guerre de l'Est, mais le chef de l'État reste très courageux, il reste très déterminé, il n'a cessé de le dire et de le proclamer. À un moment donné, rappelez-vous, à Bukavu, il a même dit qu'il était prêt à donner sa vie pour que la guerre de l'Est cesse. Un des candidats dont j'étais le nom, faute de temps et de lieu pour ne pas faire sa publicité, dit que lui, s'il est élu aux élections du 20 décembre 2023, il va mettre fin à la guerre de l'Est dans 3 mois. Votre réaction? Eh bien, nous pouvons lui demander, lorsqu'il va faire sa campagne bientôt, la campagne va commencer dans 1 semaine, que son Excellence, le candidat qui pense qu'il peut mettre fin à la guerre de l'Est avec un simple geste de main, eh bien, il va pouvoir nous expliquer cette recette magique. Et s'il peut arriver à nous convaincre, eh bien, pourquoi pas, chapeau. On va lui demander de collaborer avec nous. Mais notez que la gestion du pays n'est pas seulement l'affaire de la sécurité. La gestion du pays, c'est plus que la sécurité, c'est aussi non seulement la paix, mais aussi c'est l'alimentation, c'est la nourriture, c'est la scolarité, c'est les soins médicaux, c'est le transport, et c'est beaucoup d'autres facteurs, aussi internes qu'externes. Je disais que sur le plan interne, il y a des choses à faire. Sur le plan externe, nous sommes aujourd'hui dans un pays où on vit la mondialisation. Il suffit avec un petit smartphone, à partir du rond-point Ngaba ou à partir d'Ngandanjika, que le monde entier soit bombardé des informations vraies ou fausses. Et donc tout cela, avec le monde de numérisation, tout est possible. Et si le nouveau candidat a une dimension pluridisciplinaire et bien qu'il veuille bien le montrer, le peuple est là. On peut lui donner la chance? Je ne pense pas qu'on va en trouver un. Je ne suis pas convaincu. J'engage moi-même ma personne parce que je suis aux côtés du chef de l'État pendant tout ce temps et je regarde, j'ai l'expérience qu'il faut révolue pour pouvoir examiner et dire, écoutez, je suis un grand planificateur. Je vois comment la vision est tracée et comment on fait les étapes et qui sont acteurs, qui sont parties prenantes. Et donc, je peux parler à l'aise par rapport à cette question-là. Pour le moment, c'est Félix Tshisekedi ou rien. Parlons des infrastructures. Si nous vous accordons le temps pour énumérer ce qu'il a fait, ça prendrait beaucoup de jours. Mais parlons peut-être de ce qui n'est pas fait. Il a beaucoup construit avec notamment le programme de 145 territoires, programme de développement. Il y a des routes, il y a des bâtiments qui poussent. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y en a de ses proches qui détournent l'argent débloqué pour un projet. Et après, il n'y a même pas des arrestations. Il y a l'impunité. On lui reproche, on reproche au chef de l'État, il est quelqu'un de bien, mais il ne sait pas punir les voleurs. Écoutez, je ne vous coupe pas la parole. J'ai vécu ce genre de choses. Les gens parlent. Les gens racontent beaucoup d'histoires. Moi, personnellement, qui vous parle, eh bien, quelqu'un est passé à la télévision pour faire un témoignage sur ma personne en disant « Regardez Mboutamité au Bruno, il n'est pas du Kasaï, devinez d'où il vient ». Un mensonge pareil. Un mensonge cousu de un mensonge cousu de toutes pièces. Eh bien, tous ces gens qui racontent tel a volé, etc., mais est-ce qu'ils ont des preuves? L'IGF en a présenté quelques-unes de ces preuves. Oui, mais quand l'IGF a présenté des preuves, soyez rassurés, cet instrument de la présidence de la République est en train d'aider comme outil aux côtés du chef de l'État pour combattre la corruption. Et je crois que jusqu'à présent, l'IGF fait relativement bien son travail et ceux qui sont
qui sont pris la main dans le sac, je voulais dire, eh bien, subissent des sanctions proportionnelles. Peut-être pour un mois, ils sont arrêtés et après, ils sont relâchés. Est-ce que la sanction, c'est seulement arrêter? La sanction n'est pas seulement de mettre quelqu'un en prison. On fait une sanction parfois sur le plan de manière pédagogique pour que les gens comprennent qu'ils ne doivent pas pouvoir continuer. Mais parfois, il y a eu des sanctions qui sont tombées de manière très rapide. Eh bien, on donne aussi... Nous sommes dans un pays de la démocratie, un pays des droits. On donne aussi la possibilité à ceux qui sont incriminés de pouvoir se défendre. Ils prennent, et là on est au niveau du pouvoir judiciaire qui est autonome et indépendant, ils prennent des avocats, ils se défendent et ils sont acquittés. Et ça, c'est très clair. Le chef de l'État ne peut pas aller interférer dans ce genre de choses. Je vous ai entendu un jour dire que Félix Tshisekedi a réalisé dans 5 ans ce que plusieurs n'ont pas fait dans 32 ans ou dans 18 ans. Est-ce que vous pouvez réaffirmer ces paroles? Je réaffirme surtout dans les domaines clés de la vie. Je parle des domaines clés de la vie. Je parle notamment de l'accessibilité à l'eau. Prenons la grande ville de Kinshasa où il y a plus de 15 millions d'habitants, les efforts qui sont effectués. Je parle de l'accès à l'éducation et ça c'est sur l'ensemble du territoire national. Je parle des infrastructures de base dans tous les 145 territoires dans le cadre du programme local de développement. Je parle également du commencement qui est très sûr de la gratuité de la maternité. Mais sachez que le chef de l'État a amorcé un certain nombre de choses. Vous savez qu'il y a eu des endroits où il n'y avait plus de vie, par exemple, sur le plan d'infrastructures. Et là, il faut soigner, il faut réhabiliter. Mais le chef de l'État rêve, ça je dois pouvoir vous le révéler, le rêve sur le plan des infrastructures routières de voir les suds du pays, l'ex-Katanga, être relié au centre, et le centre être relié à l'ouest, Bandundu et Kinshasa, et également le centre doit être relié à l'est. Et ça, c'est un grand rêve du chef de l'État pour voir comment sur le plan des routes, sur le plan des infrastructures routières, sur le plan des trains, pourquoi pas, ce pays peut connaître un trafic et une circulation assez aisée pour permettre l'évacuation des produits et cela va pouvoir encourager les productions, mais aussi va pour encourager la croissance et les emplois, la croissance économique et les emplois dans les différents milieux du pays. Éducation. L'éducation, oui. Ce qu'il y a beaucoup réalisé, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a des universités, des écoles construites, ça, on lui dit merci. Et si on lui accorde la chance, il peut encore mieux faire. Mais un de ses proches soufflait un jour que tout ce qui est fait, c'est de la magie. C'est la grâce de Dieu parce que le chef de l'État est entouré. Vous êtes aussi parmi les proches. Je pense qu'il faudrait nous dire que d'abord le chef de l'État, c'est un personnage profondément chrétien. Il croit en Dieu. Quand il a pris le pouvoir dans ce pays, il a offert son pouvoir, il a confié ce pays, la gestion du pays à Dieu. Il s'est mis à genoux, il a baisé le sol, il a regardé au ciel, il a dit « Seigneur, je ne suis qu'un outil, je ne suis qu'un serviteur, un serviteur avec des limites. » Et ça c'est une première. Et ça, c'est une première qu'il faut pouvoir retenir. Et maison civile du chef de l'État. Mais je vous signale peut-être que les gens ne font pas attention. Lorsque le chef de l'État rencontre sa brave maman Martha Kassalou, eh bien, le chef de l'État s'agenouille et il reçoit la bénédiction sur le front de sa mère. Signe d'appartenance au Christ, signe d'appartenance à Dieu. Et quelles que soient ses fonctions, il est humble, il est simple. Et donc, ça, c'est une première, et il le reste. Vous avez vu, chef de l'État qu'il est, on a invité les candidats à la présidence, eh bien, il s'est amené comme tout le monde,
en chemisette, il a porté le macaron, il s'est assis, il a été aux côtés de ce... C'est du jamais vu. Oui, ça c'est bien bon, mais ce n'est pas un bilan. Ce n'est pas un bilan, mais ça fait partie, l'éthique, le comportement, ça doit pouvoir être exemplaire. Donc vous voulez dire que Félix est un président qui ne fait pas peur? Je ne voudrais pas qu'il fait peur, mais qui est proche de la population. Il est ouvert à la population, à tout le monde, et je crois que dans ses limites, il a envie de faire plus. Il a envie de recevoir tout le monde. Il a envie de parler, de dialoguer. Il faut le voir quand il approche de la masse. Il faut le voir quand il va dans des cérémonies officielles. Je crois que même les gardes-corps, la sécurité, ils ont du mal à pouvoir l'arrêter parce qu'il va vers le peuple. Il dit le peuple d'abord. Et il tient beaucoup à cela. Ce n'est pas un bilan, mais ça fait partie du bilan d'un chef de l'État de qui la population, le peuple congolais attend énormément. Le peuple congolais, j'ai entendu, j'ai vu le peuple dire, écoutez, nous avons besoin seulement de le voir et nous sommes satisfaits. Nous avons besoin, sur le plan psychologique, c'est très important. Le chef de l'État, ce n'est pas un personnage qui reste enfermé dans son bureau du matin au soir, mais il faut le voir. Dans les deuils, il est présent. Là où il y a des gens qui se réjouissent, c'est un chef de l'État compassionnant. C'est un chef de l'État qui sait consoler. C'est un chef de l'État qui sait approcher son peuple pour exprimer sa solidarité dans tout ce que ce peuple est en train de faire. Tout ça, c'est bien bon, mais sur le plan du social, rien n'est fait, docteur Bruno. Sur le plan du social, beaucoup de choses sont faites. Je crois qu'au début de cette émission, je vous ai dit que les fonctionnaires de l'État n'étaient pas payés ou ils étaient payés de manière irrégulière. Eh bien, depuis que le chef de l'État est chef de l'État, vous êtes tous conscients que du mois au mois, on ne se dit plus on est impayé. Et plus que ça, et le salaire a augmenté. Et le salaire a pu augmenter. Mais regardez sur le plan économique et financier, ne fût-ce que sur le volet du budget national. Eh bien, nous sommes partis de l'équivalent de 4 milliards de dollars en francs congolais comme budget, qui ne faisait rien, mais 4 ans après, nous sommes arrivés à 16 milliards de dollars américains, l'équivalent de 16 milliards de dollars américains. Donc, en 4 ans... On ne sent pas les retombées. Mais les retombées, que voulez-vous, il faut pouvoir comprendre qu'il y a des priorités. Il y a des choses qui nous arrivent. Nous sommes en train d'abord d'investir. Et quand vous investissez, eh bien, c'est l'argent que vous engloutissez. Lorsque vous voulez construire une citerne d'eau importante pour 3-4 millions d'habitants, il faut y mettre de l'argent. Lorsque vous devez penser à organiser des élections dans ce pays, il faut plus d'1 milliard d'argent. Lorsqu'il faut payer les populations, les fonctionnaires à temps, il faut mobiliser cette masse d'argent également à temps. Lorsqu'il faut pouvoir apporter des médicaments à cette population, il faut songer à constituer des stocks. Et donc là, il s'agit d'un chef de l'État qui est appelé à réaliser une planification qui n'est pas du tout facile, parce que cela demande des préalables. Les préalables matériels, les préalables financiers, mais aussi les préalables humains, lesquels avaient été, je dois pouvoir me le répéter, n'étaient pas toujours sur la ligne de la planification, prêts à pouvoir assumer la continuité. C'est pour ça qu'il faut que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ait un mandat où il aura les mains libres. Rappelez-vous que les 2 premières années de ce mandat, il n'a pratiquement pas travaillé. Il n'a pratiquement pas travaillé avec tout ce qu'il y a eu comme querelle politique entre FCC et Cash. Eh bien, et tout cela pendant 2 ans, le travail qui vient d'être fait, c'est pratiquement pendant les 2-3 dernières années, et puis c'est tout.
Mais le mandat est normalement de 5 ans. Alors, il faudrait lui donner un nouveau mandat. Docteur Bruno, le temps nous échappe et fuit. Oui. Beaucoup de choses à dire, mais très peu de temps. Beaucoup de choses. Ça, c'est la première partie, le premier épisode de cette émission qui va prendre beaucoup de temps sur le bilan du chef de l'État. C'est ça. En un mot comme en mille, que demande le peuple? Le peuple demande le pain. C'est ça. C'est ce qui termine les 5 ans. C'est vrai qu'il a travaillé dans un contexte dominé par la crise mondiale, Covid et consorts. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le peuple a retrouvé du pain? Est-ce qu'on peut dire que le peuple mange à sa faim? En un mot. En un mot, le peuple est en train de retrouver le pain parce que lorsque vous allez en termes de statistiques, en termes d'évaluation, en termes de sondages, eh bien, il y a eu bel et bien une évolution et cela, il faut ne pas être honnête pour le reconnaître. À partir du moment qu'un fonctionnaire reçoit son petit salaire qu'il ne recevait pas, je crois que vous lui donnez la possibilité de pouvoir accéder aux besoins, de résoudre les besoins qui se posent en premier lieu. Et donc, c'est là, à mon avis, le peuple est en train de retrouver le pain, même s'il faut pouvoir améliorer le salaire, le gagne-pain et donner du travail à ceux qui ne l'ont pas, surtout à la jeunesse qui a besoin d'avoir de l'emploi et de devenir millionnaire. Merci beaucoup, docteur Bruno. Au numéro prochain, si vous êtes encore disponible, nous reviendrons sur le bilan. D'abord au niveau de la santé et puis infrastructure, parce qu'aujourd'hui, il y a des villages et des quartiers désenclavés. Quand nous n'en parlons pas, on voit l'hôpital Mamaye modernisé. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il est ridicule de se taire à propos d'un témoignage. Tout à fait, vous avez raison. Merci beaucoup pour la disponibilité. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci beaucoup et au revoir.